Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Si vous êtes comme moi, être écolo au boulot, c'est se poser beaucoup de questions sur l'impact de son travail. Peut-être que vous travaillez déjà pour une structure engagée, ou que votre métier est en lien avec la RSE, ou peut-être que non, mais que c'est un souhait de votre part. En tout cas, si vous souhaitez que votre carrière reflète votre engagement et vos valeurs, cet épisode devrait vous donner beaucoup d'espoir. Je suis aujourd'hui avec Martin, cofondateur de l'Institut Transition, et il a un message pour vous. Mettre sa carrière au service de l'écologie et de la solidarité, c'est possible et c'est nécessaire. Bonjour Martin et merci de ta présence sur Écolo au boulot. Bonjour, merci de cette invitation. Alors l'Institut Transition, c'est un organisme de formation professionnelle qui est à Lyon, qui a été créé en 2019. Avant de te poser des questions qui sont plus axées sur faire carrière dans l'écologie et la solidarité, est-ce que tu peux te présenter et aussi préciser les missions de l'Institut Transition ? Moi c'est Martin, je suis à la fois enseignant dans ma vie professionnelle avant d'avoir cofondé cet institut et fondateur d'une association qui s'appelle Anciela, qui est une association lyonnaise qui accompagne des personnes à s'engager, à agir pour la transition écologique et solidaire, soit en s'engageant dans des actions bénévoles, soit en montant des projets associatifs et entrepreneuriaux. Et c'est dans ce terreau d'Anciela qu'est née notre envie à plusieurs de monter un institut pour accompagner les personnes en évolution professionnelle qu'on rencontrait, qui nous disaient c'est chouette, je m'engage bénévolement, c'est chouette, j'essaie de faire des actions auprès de mes voisins, de mes collègues, avec les ambassadeurs du changement que propose Anciela, et pourtant il me manque un truc, il me manque un espace qui est ma vie professionnelle, qui représente ce petit truc, 35 heures, 40 heures, 45 heures de ma vie chaque semaine, et toute cette énergie, toutes ces compétences, toutes ces ressources, j'ai envie de les mettre réellement au-delà de mon engagement bénévole, au service d'associations, d'entreprises, d'institutions publiques qui portent au jour le jour la transition écologique et solidaire, qui portent les valeurs qui m'animent dans mes engagements bénévoles, dans ce que je regarde à la télé, dans ce que j'écoute comme podcast. Et c'est comme ça qu'est née notre idée de monter notre premier programme qui s'appelle Nouvelle Voie, qui a été la première pierre de notre institut, auquel s'est ajouté d'autres pierres, ce qui nous amène à aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, 4 ans plus tard même. L'Institut Transition, c'est 3 missions. Première mission, accompagner les personnes en évolution professionnelle à mettre leurs compétences au service d'associations, d'entreprises, d'institutions porteuses de la transition ou de porter la transition dans des entreprises, des institutions classiques qu'elles essaient de faire bouger, avec un programme qui s'appelle Nouvelle Voie, qui va être un peu le cœur de nos échanges en partie. Une deuxième mission qui est d'accompagner les structures engagées, porteuses de la transition et des solidarités, à développer leurs compétences grâce à des formations courtes sur un peu tous les sujets. On a un catalogue de 26 formations pour monter en compétences sur plein de sujets qui sont pas nécessairement des sujets de la transition. Ça peut être dialoguer avec les médias, le droit du travail, les stratégies managériales, etc., etc., pour qu'elles puissent grandir, changer d'échelle, se déployer, se développer, avoir plus d'impact au service de la transition. Et ce dispositif s'appelle Boîte à outils. Et on a une troisième mission qui est plus en jachère encore aujourd'hui, en tout cas plutôt en voie d'émergence. C'est une mission d'accompagner les structures classiques, associations culturelles, actions sociales, institutions publiques, clubs de sport, entreprises, à intégrer la transition écologique et solidaire dans leurs valeurs, dans leurs pratiques, dans leurs projets d'organisation. Et donc c'est un dispositif que nous on appelle transition tout-terrain, où là c'est plutôt des formations sur mesure qu'on propose à ces associations ou à ces entreprises. Ça marche. Alors, on va parler du fait de travailler au service de l'écologie et de la solidarité pour quelqu'un qui voudrait plutôt s'orienter ou se réorienter. Est-ce qu'il y a un type de structure en particulier dans laquelle on va retrouver plus d'emplois au service de l'écologie et de la solidarité, ou est-ce que ça peut être dans n'importe quel type de structure ? Enfin, vers où il faut regarder en fait ? Aujourd'hui, quand on commence à s'intéresser à une évolution professionnelle vers le monde de la transition écologique et solidaire, on va avoir un certain nombre de mots qui vont apparaître dans nos recherches, dans ce qu'on va écouter, dans ce qu'on va lire, que je vais essayer de décrypter pour tes auditeurs et auditrices, pour essayer de comprendre ce qu'on va retrouver derrière et être capable d'interpréter correctement les métiers, missions qu'on va vivre quand on va commencer à creuser ces mots. Économie verte, économie sociale et solidaire, économie de la transition, économie verdissante, et qui vont décrire en fait un certain nombre de structures, de types de métiers qu'il est important d'être capable de manier pour ne pas se planter et ne pas non plus
être hypnotisé par des chiffres qui seraient un petit peu trompeurs. Quand on va dire 10% de notre économie, c'est économie sociale et solidaire, oui, mais dans cette économie sociale et solidaire, on va retrouver plein d'entreprises ou d'associations qui ne seront pas tout à fait celles avec lesquelles on aura envie de travailler quand on veut servir la transition écologique et solidaire. Les mutuelles, par exemple, sont toutes dans l'ESS, je Tout crois. à fait, tout à fait. Par exemple, toutes les fondations. Donc, si vous êtes dans une fondation d'une grande entreprise qui est une entreprise qui va utiliser cette fondation pour globalement optimiser sa fiscalité et on va dire promouvoir son activité, en soi on peut dire que vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. Par contre on peut pas dire que vous emportez ni les valeurs ni je dirais les impacts positifs pour la planète ou pour la société et les personnes humaines. Pour donner un peu une définition de chaque terme, économie verte, c'est un ensemble de secteurs d'activité où se jouent les enjeux de transition écologique et solidaire. Ça ne décrit pas la qualité d'engagement, la qualité d'ambition des entreprises ou des associations qui y participent. On va retrouver dans cette économie verte qui représente, d'après les rapports ADEME, des dizaines de millions d'emplois, ça va sur plusieurs années, jusqu'à 2050, ça va représenter en fait des secteurs comme les déchets, comme le bâtiment, la rénovation énergétique, comme les énergies renouvelables, qui sont de facto des enjeux clés dans la transition écologique, mais qui peuvent en leur sein accueillir un nombre significatif d'entreprises plus ou moins engagées, voire franchement désengagées des enjeux de transition. Elles sont sur ce secteur d'activité, elles sont donc dans un secteur clé, elles ne sont pas pour autant elles-mêmes des porteuses de solutions réellement engagées. Elles sont là à profiter d'une activité économique. Donc quand on va dire il y a tant d'emplois dans l'économie verte, oui mais c'est pas nécessairement ceux que vous avez envie de vivre. Si vous allez certifier des bâtiments basse consommation, vous n'allez pas nécessairement être au cœur des combats de la transition. Je prends l'exemple d'une personne qu'on a suivie dans Nouvelle Voie, qui travaillait dans les bâtiments basse consommation, elle certifiait les bâtiments, et qui est partie le jour où on lui a demandé de certifier un bâtiment qui s'était installé sur une terre agricole. 2 ans plus tard, on lui a demandé de certifier un nouveau bâtiment. Après la destruction de ce premier bâtiment, on avait reconstruit intégralement un bâtiment sur ces terres agricoles, donc un gaspillage énergétique monumental, et effectivement, une basse consommation. C'est un bâtiment qui est éco-responsable, mais par contre, le mieux, ça aurait été de laisser ces terres agricoles tranquilles, et ensuite, ça aurait été de laisser le premier bâtiment et de s'en adapter. Et plutôt que de reconstruire un bâtiment et de le certifier à nouveau, bâtiment basse consommation, ce genre d'absurdité, vous pouvez les vivre. Alors, elle est pleinement en économie verte, elle est pleinement dans ce champ économie verte, puisqu'elle va travailler à ce qu'on ait des bâtiments haute qualité environnementale, bâtiments basse consommation, etc. Donc ça, c'est le premier mot qu'on va avoir souvent. On a son pendant, pour moi, alors c'est pas un mot aussi officiel, dans ce que j'appelle économie rose, qui est économie de l'action sociale. Vous travaillez auprès des personnes âgées, vous travaillez auprès des personnes sans abri, vous travaillez auprès des personnes migrantes, vous êtes dans cette économie rose. Ce qui ne signifie pas nécessairement que vous êtes dans des structures qui portent pleinement ces valeurs, ou en tout cas qui arrivent à l'incarner au quotidien, puisqu'on peut avoir des structures qui sont devenues des structures de gestion, notamment avec certains profils migrants ou sans abri, où on peut être un peu déçu quand on arrive de la qualité d'accompagnement. C'est pas nécessairement la faute des structures, ça peut être tout simplement le contexte financier, le contexte partenarial avec les institutions publiques. Pour autant, c'est problématique quand vous avez dit je vais faire du bien et que vous vous rendez compte que vous en faites pas. Il y a eu des grèves dans des associations qui sont par ailleurs bien engagées, où les travailleurs et travailleuses sociales demandaient plus de sens dans leur travail et pas nécessairement plus de rémunération, mais simplement ils n'arrivaient plus à faire leur travail correctement par rapport aux conditions. Et vous avez clairement quand on parle des personnes âgées, des situations où vous vous dites je vais m'engager auprès des personnes âgées parce que ça a du sens, vous entrez dans une maison de retraite où c'est abominable, quoi. Ce qui s'y vit est inadmissible. Et pourtant c'est bien dans ces emplois roses, des emplois où on a dû prendre soin, du care, comme on dit. Et donc ça, ce qui veut dire c'est que dans ces deux cas, en économie verte et économie rose, il faut aller creuser quelle entreprise il y a derrière et aller chercher les entreprises, les associations qui ont réellement du sens par rapport à nous, mais on peut pas s'arrêter à un mot-clé. Quand on parle d'économie verdissante, en fait on parle des emplois classiques qui peuvent être la boulangerie, l'agriculture, la réparation, l'enseignement, la police, c'est tous les emplois qui doivent un petit peu évoluer, ou beaucoup évoluer par rapport aux enjeux écologiques. J'étais avec une association Zéro Déchet Lyon qui accompagne les policiers et policières municipales à bien comprendre la loi AGEC, qui est une loi sur les déchets, pour la mettre en œuvre. Ça veut dire que dans une petite partie de leur vie, des policiers municipaux et policières municipales doivent prendre un peu en main cette loi et adapter. C'est une toute petite partie de leur vie, puisqu'ils auront quand même un certain nombre d'autres occupations, ils ne seront pas en lien avec la transition écologique. Dans le cas d'un instituteur ou d'une institutrice, ça peut être pas mal d'éléments de son métier qui vont être amenés à être changés pour intégrer des nouveaux enseignements, des nouvelles pratiques, un potager, un composteur, etc. Par contre, dans le cas des agriculteurs et agricultrices, il peut y avoir une transformation significative. Dans le cas des restaurants, une transformation significative des activités. Ça, c'est des emplois verdissants. Dans ces emplois verdissants,
et sans des activités verdissantes, on va trouver en fait, si on a envie d'évoluer, on va pas aller dans une structure qui est en train de se verdir. Ça c'est plutôt si on est déjà, par exemple prof, instituteur ou institutrice, on se dit je vais rester dans mon métier, je vais intégrer des enjeux de la transition et des solidarités dedans. Si par contre on se dit j'ai envie de bouger et d'aller vers un métier où je vais pouvoir faire un maximum d'impact écologique et d'impact sociaux, on va plutôt aller dans des structures qui sont à la pointe de ce verdissement. Dans le restaurant particulièrement alternatif, avec de l'alimentation végétale, avec du cru, avec des systèmes de solidarité, avec une variété. Donc vous vous retrouvez à Lyon dans un Équilibre Café, qui est un resto qui croise solidarité et écologie. Vous vous retrouvez au Court-Circuit, qui est une coopérative de restaurants, enfin c'est un restaurant coopératif. Vous vous retrouvez, etc., etc., dans des endroits qui portent sur les sujets qui vous intéressent un enjeu plus fort. Plus engageant, mais pas dans la structure qui bouge un petit peu parce que vous serez assez vite frustré. Par contre, il y a vraiment des structures dans ces emplois verdissants qui sont vraiment au bout de la pointe du changement, et c'est là que généralement, quand on a envie de bouger et d'être utile, on va trouver sa place. Et il y a l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble de statuts. Ce sont, comme tu disais, les mutuelles, les fondations, les associations et les coopératives, les SCOP et les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, et les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi. Cet ensemble-là est un terreau, clairement, pour les structures de la transition. Toutes les structures porteuses de la transition ne sont pas nécessairement d'économie sociale et solidaire. La plupart le sont très directement ou ont une labellisation, une certification qui s'appelle ESUS, qui montre qu'elles ont un engagement fort. Pour autant, c'est vraiment un terreau indiscutable. Le premier des terreaux, c'est pas pour autant que c'est toute cette économie sociale et solidaire est le terreau. On a clairement plein de structures dans l'économie sociale et solidaire qui ne sont pas porteuses de la transition, soit parce qu'elles n'ont pas vocation nécessairement à l'être, et par contre, c'est une entreprise qui ne participera pas au capitalisme, les salariés sont tous décideurs, donc ça a plein de côtés chouettes, c'est pas pour autant qu'elle va être à la pointe de la transition écologique et solidaire, et on a effectivement des structures qui peuvent être difficilement, on va dire, considérables comme porteuses de la transition. Dans les banques mutualistes, on a un certain nombre de banques qui, dans les classements des Amis de la Terre ou d'Oxfam, sont pas franchement en tête de gondole. Le monde n'est pas tout blanc, tout noir, mais on peut pas considérer que toutes les structures de SS vont porter la transition. Donc c'est pareil, là il faut regarder les structures pour comprendre ce qu'elles sont. Et il y a nous ce qu'on appelle les structures de la transition, qui sont des structures que nous on a identifiées, mais c'est nous, Institut Transition, qui avons posé cette analyse pour mieux les comprendre en fait dans nos recherches, puisqu'on a porté un projet de recherche économie et métiers de la transition en région lyonnaise. On a eu besoin de dire qui étaient ces entreprises et ces associations porteuses de la transition. On a dû dire elles sont les fers de lance de la transition, c'est elles qui font ce qu'on appelle la bascule de notre économie. Aujourd'hui, on est à un grand virage de notre économie, c'est pas le premier, on en a connu plusieurs dans notre histoire, en particulier depuis la fin du Moyen-Âge. On a des grands virages industriels, des grands virages du numérique. On connaît un grand virage de la transition écologique et solidaire. Il y a des structures qui portent réellement cette transition sur tous les secteurs. Un We Dress Fair ou un Les Curieux sur le vêtement, le Grappe sur l'alimentation, et on va chercher à les comprendre et à les connaître pour dire si on bosse dans ces structures-là, si on met notre énergie dans ces structures-là, c'est elles qui vont fabriquer le monde de demain. Okay. Faire de lance du monde de demain. Donc, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on parle de centaines de millions d'emplois dans l'économie verte, ou dans l'économie rose, ou dans l'ESS, etc. En fait, il faut vraiment creuser pour aller trouver ces métiers-là, et tu viens de le dire, structures qui sont déjà dans la transition, à la pointe de la transition, elles n'ont pas un label, enfin, c'est vous qui les avez identifiées en cherchant, en fouillant, en les rencontrant. Donc, finalement, où est-ce qu'on va trouver ce type d'emploi? Et ben, il va falloir creuser, il va falloir apprendre à connaître ce secteur-là, de ce que je comprends. Exactement, et il va falloir être capable de, on va dire, penser au-delà des labels, être capable de penser au-delà des statuts, être capable de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui a du sens pour moi, quelles sont mes valeurs, et quelles structures auront un écho dans ce que j'ai envie d'apporter, dans ce que j'ai envie de vivre, dans ce qui a du sens pour moi. Et en pratique, c'est pas si difficile. Si on active cet esprit critique, cette analyse des actions, cet impact des structures, on décode assez simplement, on pose quelques questions lors de son entretien d'embauche, et on peut très bien terminer l'entretien, ce qui est arrivé à plusieurs personnes que je connais, en disant c'est très chouette, mais je vais pas bosser pour vous parce que j'ai compris ce que vous faites, et en soi je vais pas vous dire que tout est acheté, mais c'est pas assez pour moi, ça a pas assez d'impact, ça a pas assez de sens, et je vais aller sur quelque chose où tous les jours je vais incarner ce que je veux porter. Et c'est quelque chose que on peut comprendre en s'engageant dans des associations comme bénévoles, en lisant, en écoutant des podcasts, en lisant des bouquins, en rencontrant des personnes qui nous aident en fait à mieux décoder tout cet univers-là. Et après, on a des sites qui sont quand même assez pratiques parce qu'ils marquent quand même un peu la culture des organisations qui déposent des offres, qui posent des articles, qui posent des appels à bénévolat ou tout type
de manifestation de leur action, on va dire, comme Ambition ESS par exemple, qui est plutôt axé ESS, ou Job That Makes Sense. Alors avec, pareil, même là, on va avoir quand même un enjeu à bien se poser plein de questions, parce que sur Job, on va avoir pas mal de culture plutôt start-up, mais par contre, c'est plein de structures qui ont plein d'envie, et on doit savoir si, nous, décoder si cette structure, elle est réellement porteuse de la transition, ou si en fait, c'est un peu une fausse bonne idée, ou si clairement, les dirigeants, en fait, ils font ça pour faire du fric, quoi. Parce que ça peut être le cas, en fait, il y a vraiment du fric à se faire, potentiellement, dans certains secteurs de la transition écologique et solidaire. À mon sens, quand on a commencé à apprendre à décoder, le système immunitaire qui nous protège des idées pourries, il met pas très longtemps à être acquis. Par contre, il faut s'autoriser à avoir cet esprit et à aller rencontrer, lire, écouter pour pouvoir décoder qu'est-ce qu'une solution va apporter. Et le but, c'est pas de dire ces solutions elles doivent disparaître, c'est simplement de pas y mettre son énergie. En fait, on n'est pas là pour juger ce qui va devenir ou pas réalité, on est là pour juger où on veut mettre son temps, son énergie, ses compétences. Et c'est des choses sur lesquelles nous on passe pas mal de temps à accompagner nous les personnes qu'on suit dans notre programme Nouvelle Voie. C'est un de leurs enjeux dans leur année, d'être capable de connaître et reconnaître pour choisir où ils ont envie d'atterrir. Tu aurais 2-3 exemples de questions comme ça à poser en entretien, comme tu disais, ou 2-3 points à regarder dans une entreprise qui nous intéresse, qu'on connaît pas encore? Pour moi, le premier truc que tu peux demander quand tu es en entretien ou quand tu étudies un peu la structure, c'est comment vous vous êtes créé, pourquoi vous êtes créé, c'est quoi votre intention initiale, quoi, et le parcours des personnes qui l'ont monté. Si c'est un truc qui a du sens, si on comprend la logique, déjà, il y a moyen que ce soit une structure avec laquelle on puisse avancer. Si on se dit, mais c'est complètement, ça n'a pas de sens, j'étais en train de chercher un projet entrepreneurial et je suis tombé sur cette idée et paf, je me suis lancé à la sortie de mon école de commerce. Bon, ça peut donner un bon truc, mais là, il y a clairement 3 voyants orange qui viennent s'afficher en disant je vais être en vigilance maximale. Si je dis moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'agriculture en tant qu'ingénieur agronome, et en fait, je me retrouvais à accompagner telle et telle dynamique, et je me suis aperçu que les sols, ils étaient fragilisés par le manque de tel et tel nutriment, et en fait, je me suis dit que j'allais me lancer dans les légumineuses parce que ça allait être un enjeu, et donc on a développé une boîte pour proposer en fait à des agriculteurs de cultiver des légumineuses et de les vendre pour restaurer les équilibres des sols. Là, la boîte, elle est peut-être pas parfaite, mais le sens, il est au départ. Et après, en fait, ça va être d'interroger comment vous faites, avec qui vous travaillez, et il y a un faisceau d'indices qui va permettre petit à petit d'essayer de déterminer ce qu'on y fait. Et après, en fait, moi, ce que je fais beaucoup, mais tout le monde n'a pas forcément cet accès à des personnes un peu ressources, mais c'est d'identifier s'il y a des gens sur les sujets qui nous intéressent, qui sont un peu, pas les poils à gratter, mais qui ont un avis critique. Et moi, j'en ai plein, en fait, sur chaque sujet, j'ai 2-3 personnes comme ça. C'est un peu mon boulot aussi, parce que avec Anciela, on a quand même un magazine, on doit savoir sur qui on écrit, on a plein d'actions qu'on fait, mais de pouvoir interroger des gens en disant, toi, t'en penses quoi de cette boîte? Ça te paraît un peu du greenwashing, ou ça te paraît vraiment avoir du sens? Et si la personne, elle connaît un peu le sujet, elle va dire, non, mais ça, c'est une idée de merde, ça sert à rien, je vais t'expliquer pourquoi, ou, non, ça tient la route. Donc toi, tu irais chercher l'intelligence collective aussi, les avis d'autres personnes qui s'y connaissent peut-être mieux que toi sur le sujet. Clairement, quand tu vas, surtout si tu sais que tu as un secteur qui t'intéresse particulièrement, genre tu dis moi c'est le textile, ou moi c'est l'alimentation, ou moi c'est les déchets, en fait assez vite tu vas rencontrer des assos, des personnalités, des personnes engagées. En fait, ces gens-là, tu leur passes un coup de fil à chaque fois que tu veux postuler à une boîte en disant qu'est-ce que t'en penses, et en fait vraiment c'est assez efficace. Et par contre, de toujours leur demander pourquoi. C'est pas oui non, c'est qu'est-ce que t'en penses, pourquoi est-ce que tu penses ça, sur quoi tu fondes ton avis, parce que c'est toujours avoir cet esprit critique éveillé. Les gens qu'on va nous mobiliser, je dis ça, Institut Anciela, dans notre action, c'est des gens qui doivent avoir un esprit critique parce qu'ils vont fabriquer la transition. C'est ce qu'on appelle des artisans et des artisanes de la transition. Donc en fait, s'ils vont se retrouver dans des assos, dans des entreprises, dans des institutions, il faut qu'ils aient cette capacité à chaque fois à se dire est-ce que c'est une bonne solution et pourquoi. Donc dès le moment où tu vas chercher un boulot, c'est la première question, mais à chaque instant dans ton boulot, tu dois continuer de poser la question est-ce que c'est la bonne action, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est le bon système, parce qu'en fait ils sont à inventer tous ces systèmes. Ok. Ma deuxième question, c'était est-ce que c'est plus difficile à trouver qu'un boulot classique? En fait, je sais pas si c'est plus difficile, mais ça demande une plus grande connaissance et un esprit critique. C'est plus difficile pour une raison très simple, c'est que la plupart des personnes qui vont m'écouter en train de raconter ma petite histoire ont une scolarité plus ou moins réussie, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont arrivés quelque part. Et en fait, pendant toute la scolarité, on a essayé de faire en sorte que t'aies pas trop à t'interroger sur où tu vas, quoi. C'est-à-dire qu'on t'a dit t'es bon en maths, tu vas devenir ingénieur, t'es bon en français, tiens tu pourrais faire prof, t'es bon pas grand chose, on va t'orienter vers des filières techniques. Donc en fait quelque part on nous a essayé de nous empêcher de réfléchir. Et si t'étais bon en maths, il disait je veux devenir menuisier, on disait non mais fais ton école d'ingé et puis tu feras de la menuiserie si ça t'éclate à la fin, quoi. Et si au contraire t'étais pas bon mais en fait t'aurais été un ingénieur génial mais juste t'étais pas bon à l'école, on va
pas te permettre d'être ingénieur, on va pas t'encourager à ça, alors qu'en fait, tu aurais peut-être eu un déclic au moment des études. Et ce qui fait qu'en fait, on nous a pas du tout encouragé à avoir un avis sur où on avait envie d'atterrir. Là où c'est difficile quand on a envie de basculer dans le monde de la transition, c'est qu'on va garder des compétences qu'on a développées dans sa vie professionnelle antécédente ou dans ce qu'on a fait dans des études, parce qu'on peut avoir des gens qui m'écoutent qui peut-être sont encore en train de faire leurs études supérieures, et que du coup, ils vont mobiliser des choses, mais ils vont devoir se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est une question très difficile quand on s'est toujours interdit de se la poser, ou qu'on se l'est posée mais à la marge, et que c'est la première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que le boulot vers lequel je vais aller, il va être particulièrement important pour moi. Il sera pas comme le boulot, moi j'ai grandi en quartier populaire, en cité, tous mes potes, leur boulot c'est pour gagner des thunes, quoi, et juste assez pour pouvoir faire les trucs qui les éclatent, donc ils investissent pas beaucoup leur boulot. Mais le jour où tu dis je veux un boulot qui a du sens, qui me ressemble, où je mets mes valeurs dessus, c'est ça qui est difficile. Après, le trouver en soi, une fois qu'on est déterminé, je pense qu'au contraire ça peut être plus facile, parce que on fait des choses qui nous justifient. On s'engage à des endroits, on lit des choses, on met en place des actions, on rencontre des personnes, ce qui fait que quand ils nous identifient, ils font « Ah ouais, mais ouais, tu m'intéresses. Parce que toi, t'es déterminé, t'as essayé de faire quelque chose. » Et donc en fait, une fois qu'on sait à peu près où on va, je pense que j'en trouve quand même sans trop de difficultés par rapport à des métiers qui seraient un peu en tension. Là, en fait, c'est un autre mode de fonctionnement dans plein de métiers de la transition. L'engagement, la détermination à agir va potentiellement gommer certaines incompétences préalables. On a en Antiela une personne qui a un bac+5 en agro, qui était technicienne de laboratoire et qui est coordinatrice de la pépinière d'Antiela et de la pépinière d'initiative entrepreneuriale et associative, pas de pépinière de plantes. Mais en fait, on l'a vu sur le terrain, on l'a vu s'engager à nos côtés, on l'a vu tout ce qu'elle apportait. Et en fait, c'est pas ses diplômes qu'on comptait, quoi. Donc c'est aussi un endroit où on peut s'émanciper des diplômes, s'émanciper des cadres. Par contre, ça demande de s'engager, ça demande de se bagarrer un peu avec la réalité, ça demande de savoir où on veut aller surtout. C'est ça qui est plus dur. Je dirais que les structures qui sont engagées dans la transition, elles ont moins les cadres des entreprises traditionnelles qui vont regarder, ah bah t'as fait telle école, donc selon la grille, tu peux avoir tel poste, être payé tant. On sort un peu de tout ça. Ah oui, oui. Alors, avec la réserve de certains métiers très spécifiques qui nécessitent des diplômes très spécifiques, ouais. Sinon, on est quand même souvent sur des approches par des engagements, des valeurs, où un des enjeux, ça sera d'avoir une base de compétences, ou d'être capable de montrer qu'on va les acquérir. Et on a plein de personnes chargées de com dans les associations qui n'ont jamais fait d'études de com, on a plein de personnes accompagnatrices de projets entrepreneuriaux qui n'ont pas fait d'école de commerce. C'est pas sur les diplômes. Les compétences vont compter, mais les compétences, elles s'acquièrent de plein de manières différentes. Je dirais que c'est un secteur qui autorise davantage d'autres modes d'acquisition des compétences que le mode traditionnel du diplôme. Ça veut pas dire que les diplômes sont pas acceptés. C'est aussi une personne qui est ingénieur méca et qui dit du coup si je suis ingénieur méca, si je travaille dans la réparation de vélos ou d'ordi, ça va pas être un avantage. Si, ça va être un avantage, mais ça sera pas déterminant si par contre t'as pas eu de parcours d'ingé méca et que tu dis moi je répare des vélos depuis j'ai 14 ans et puis finalement je réparais pas de vélo avant, j'ai appris à les réparer depuis 3 mois et en fait je me suis tapé un grand délire et je suis un passionné de vélo. Et quand je raconte ma passion de vélo dans l'atelier où je vais en parler, ils me disent bah oui, clairement t'es un passionné de vélo, et ils ont l'impression que je suis passionné de vélo depuis 10 ans, alors en fait ça fait peut-être 4 mois que je suis dessus, mais parce que j'ai fabriqué des savoirs et des savoir-faire sur le terrain. Donc c'est à observer par objet, un peu on va dire. Des métiers. C'est ça. Okay. Mais c'est une tendance quand même assez forte que le diplôme sera moins un alpha et un oméga que dans d'autres domaines. Et par ailleurs, j'espère que les entreprises classiques ont un peu déconstruit leur rapport au diplôme. Je pense que c'est le cas dans certaines, moins le cas dans d'autres, mais c'est un souhait qu'on puisse se rappeler qu'un diplôme, c'est un ensemble de compétences qu'on acquiert et pas un label qu'on obtient et qu'on se fout sur la gueule. Quand t'as un gars de 60 ans qui te donne sa carte de visite et qui a écrit polytechnicien avec son année de promotion, c'est terrible, enfin, c'est triste de dire que le diplôme qu'il a eu il y a 40 ans le justifie encore, c'est absolument dramatique. Donc qu'on sorte de cette logique-là. Par contre, que la personne dise j'ai appris ça, je sais faire ça, bah oui, bien sûr. Si tu l'as appris à Polytechnique, tant mieux. Si tu l'as appris par toi-même dans un atelier, Louis Renault, a priori, il n'avait pas fait Polytechnique et il a lancé avec ses frères une boîte de bagnoles qui existe encore aujourd'hui parce qu'il était passionné par les bagnoles. Ouais, c'est un secteur où la passion, ça peut conduire à finalement acquérir des compétences autrement. Tout à fait. Alors, pour revenir sur comment en fait on choisit un parcours de transition, moi quand on me demande quelles sont un peu les voies pour s'orienter dans la transition, quand j'explique ça à des professionnels ou des étudiants, moi je vois un peu 3 façons de faire, soit dire j'ai mon métier traditionnel que je vais mettre au service d'une entreprise qui est déjà dans la transition, c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire, finalement même pas mon métier traditionnel, peut-être autre chose si j'ai développé d'autres compétences, ou alors
je vais prendre un poste, un métier qui a de l'impact, où je vais pouvoir développer des choses en interne dans une entreprise classique et essayer de la faire transitionner. Ou alors carrément l'entrepreneuriat, je vais créer une entreprise. Voilà, moi je le vois sur ces trois chemins-là qui peut-être peuvent se croiser un jour. Hein. Mais voilà, est-ce que toi tu as la même vision? Est-ce que tu vois les choses autrement? Et comment vous orientez les participants de vos programmes? Tout à fait. Alors c'est tout à fait ce qu'on dit traditionnellement, avec des réalités qui sont quand même, je dirais, statistiquement un peu différentes de 3 voies, un peu comme 3 voies parallèles. Au début, quand on le racontait, quand on a lancé Nouvelle Voie, on racontait exactement ce que tu as raconté là. Enfin, presque mot pour mot, on présentait ces 3 options, avec une petite différence qu'on était quand même plutôt sur des personnes qui étaient dans leur boîte et qui souhaitaient la faire bouger. Okay. Arriver dans une boîte pour la faire bouger, dans une institution pour la faire bouger, ça veut dire qu'on va avoir un mandat très fort pour. C'est plutôt rare. On avait plutôt des gens qui essayaient de faire bouger d'intérieur. Et on s'est rendu compte que nous, en tout cas les personnes qu'on accompagnait, il y avait une bascule très forte sur devenir salarié dans des structures engagées, une certaine bascule vers entreprendre, et vraiment des grandes difficultés pour les gens à perdurer durablement dans des structures classiques où ils n'arrivaient pas à faire bouger les lignes très fortement. Là où les personnes arrivaient à faire bouger les lignes très fortement, elles y restent. Ouais. C'est clair. Et c'est pas forcément des trucs qui sont industriels où c'est particulièrement difficile. Mais par exemple, on a une personne qui a suivi Nouvelle Voie la première année, Karine, qui bosse dans une chaîne d'hôtels et de lieux de villégiature, on va dire, de luxe, et qui en fait assistante de direction et au plus près en fait du dirigeant, et qui peut amener plein de trucs par son énergie, par ses idées. C'est vraiment une personnalité flamboyante et qui amène plein d'éléments de transition dans un secteur qui est quand même un peu particulier, mais où elle peut faire bouger les lignes. Elle y est toujours. D'autres personnes dans d'autres espaces plutôt industriels, pour le coup, se sont heurtés à des murs. Ce que je constate, moi, c'est que clairement, basculer dans le monde de la transition, ça va correspondre à plein de monde. Il y a des personnes qui vont pas s'y retrouver. On pourra en parler un peu sur les questions de compétences, ou des enjeux de sécurité financière, ou des enjeux de sécurité aussi, on va dire plutôt de projection dans le temps. Il peut y avoir des choses qui font qu'on a du mal à trouver la bonne structure dans le monde de la transition, qui reste quand même, ça va de structures de 2 salariés à des structures de 200 salariés, donc il y a un peu de marge quand même qui existe. Mais du coup, des gens qui creusent un peu mais ils y arrivent, ça. Des gens qui deviennent entrepreneurs, il y en a. C'est un état d'esprit, entrepreneuse. Il y a vraiment des personnes qui arrivent et ça se lance à la suite de nouvelles voies. Mais ça demande que les gens aient vraiment un peu cet état d'esprit quand même. C'est pas, et il faut se l'autoriser. Enfin, on peut dire que tout le monde peut pas entreprendre à un moment de sa vie. On peut peut-être tous entreprendre dans notre vie en général, mais moi quand les gens me disent ouais c'est courageux ce que t'as fait, monter un projet à la sortie de tes études, je dis mais en fait c'est vachement plus facile à la sortie de mes études que quand j'aurai 2 enfants. Là je viens d'avoir un enfant, je suis content de pas, impossible maintenant avec un enfant de 7 mois de me dire je lance un nouveau projet. Je me fais assassiner déjà ne serait-ce qu'en émettant cette idée autour de la table à la manger, et je m'assassine moi-même, mais c'est pas une idée que je suis capable de porter. Donc on n'est pas tous capables à un moment donné d'avoir la disponibilité d'esprit, l'idée, l'envie, le sens de monter un projet par soi-même, alors qu'on trouverait tout à fait se mettre au service d'un projet qui a du sens. Le côté faire bouger les lignes dans sa structure, c'est un peu ton cœur de podcast, donc tu as plus d'expérience que moi. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens qui vont s'y mettre, ceux qui veulent faire bouger la structure vraiment, ils vont s'épuiser généralement en 2-3 ans. Ceux qui vont dans la RSE pour faire bouger la structure, soit la structure bouge vraiment, ce qui est assez rare, soit ils s'épuisent au bout de 2-3 ans, et c'est un tremplin en définitive pour basculer dans autre chose, pour se mettre à travailler dans une structure réellement engagée où tous les jours ils sont au service de la transition. Soit c'est des gens qui se disent en définitive le projet d'entreprise je m'en fous un peu, c'est pas grave, ça va rester un projet qui sera pas écolo. Par contre, il y a plein de gens dans mon entreprise et le lieu de travail, c'est un lieu fertile pour faire bouger des gens. Et finalement, je vais utiliser ce lieu où je suis en lien avec des personnes finalement beaucoup mieux que dans mon immeuble ou que dans mon quartier, parce qu'en fait, je les vois même dans l'école de mes enfants. Je les vois au quotidien, ces gens-là, je les connais. Peut-être qu'on est en confiance, on peut se raconter plein de choses et je peux les faire bouger. Et si finalement, j'ai fait bouger 50 salariés de ma structure dans leur vie de tous les jours, dans leur consommation, voire dans leur métier, et qu'ils ont vraiment changé, j'aurais peut-être eu beaucoup plus d'impact que si j'avais été dans une structure de la transition. Et ça, par contre, ça correspond à un profil très centré sur l'évolution des personnes et pas sur faire bouger les orgas. On a plein de gens qui arrivent en disant je vais faire bouger les orgas et qui sortent évidemment à des difficultés parce que déjà il y a plein de boîtes qui n'ont plus de dirigeants. On se dit est-ce que il y a une question qui était posée dans différents cercles d'entreprises, est-ce que le dirigeant doit être motivé pour que ça bouge? Ouais, mais est-ce que le dirigeant existe encore? Il y a plein de boîtes du CAC 40, en fait, il n'y a plus de dirigeants.
C'est des pactes d'actionnaires avec des fonds qui ont des objectifs de rentabilité, et il n'y a pas une personnalité morale qui dit oui, je pense que oui, chez un Decat, chez globalement un certain nombre de Leroy Merlin, on va avoir des dirigeants qui du coup ont une morale, ils font ce qu'ils font, en bien, en mal, on peut avoir un avis, mais ils peuvent essayer de faire bouger les lignes. D'ailleurs, ils essayent de faire bouger les lignes. Encore une fois, on peut se dire que c'est pas assez, mais on voit qu'il y a des gens qui veulent faire bouger les choses. Quand le PDG d'une entreprise agroalimentaire décide de faire bouger les choses et qui se fait renvoyer comme un malpropre par ses actionnaires, ça dit quelque chose. Pour moi, c'était un grand moment de vérité, de dire même si ce PDG était exprimé un engagement fort, on voit que même lui il peut pas faire bouger les lignes parce que il y a un chiffre, un objectif de rentabilité, il l'atteint pas, point. Et ses idées d'écologie ou de solidarité ne vont pas coller, quoi. Et donc c'est faire bouger la boîte veut dire plein de choses, de regarder de quelle boîte on parle. On a un webinaire, pour ceux que ça intéresse, qu'on donne avec Isabelle Wynne, qui est une ingé toujours engagée sur le côté ingé, mais qui est sur le faire bouger les boîtes, qui est est-ce que je reste dans ma boîte ou est-ce que je la quitte, et que je dis boîte, c'est essentiellement entreprise, mais ça peut être institution publique ou association qui serait pas sur les enjeux d'écologie et de solidarité, et dire en fait je vais passer par une série de questions. Est-ce que ma boîte mérite d'exister dans 50 ans? Est-ce que ma boîte peut vraiment bouger? Est-ce que je sens qu'elle va bouger? Et est-ce que moi je peux faire bouger ma boîte? Si je réponds oui à toutes ces questions, je reste et j'essaie de faire bouger les lignes. Si je réponds non à une de ces questions, vaut mieux que j'aille mettre mon énergie ailleurs. Elle mérite. Les gens ont tellement de richesse en eux, ont tellement de puissance, ont tellement d'énergie. Ils ont un immense pouvoir, il faut qu'ils le mettent au service des bons endroits. Et ça, c'est pas à moi de le dire, par contre. C'est pas moi, Martin, avec mon petit cerveau et ma petite tête. C'est exactement ça. C'est chaque personne qui doit être capable de discerner. C'est 68 millions de cerveaux qui vont fabriquer la transition. Et je parle de la transition en France. 7 milliards, si on est sur l'échelle de la planète, qui vont fabriquer ça. C'est pas moi qui va dire, c'est cette entreprise-là. Tout à fait. Et en effet, chaque personne va choisir en fonction de ces critères-là, de qu'est-ce qui la met à l'aise, qu'est-ce qui pour elle fait sens dans la transition et qu'est-ce qui est possible. Tout à l'heure, d'ailleurs, tu as parlé des compétences. C'est un sujet, en effet, que je voulais qu'on aborde. L'Institut Transition, c'est un organisme de formation. Donc voilà, on parlait de compétences. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques qu'il faut développer quand on veut se mettre au service de l'écologie et de la solidarité? Alors, je dirais qu'on peut distinguer deux champs métiers assez différents. Quand on parle de « je vais bouger dans le monde de la transition », il y a ce que nous on appelle les métiers artisanaux, les métiers terrain, les métiers dans le dur, pour prendre des termes qu'on peut employer un peu de temps en temps, donc boulanger, boulangère, maraîcher, maraîchère, réparateur, réparatrice, on peut faire toute la liste de métiers où on va identifier des compétences métiers et des formations qui existent potentiellement. Quand on veut devenir maraîcher, maraîchère, il y a une formation, très probablement il faudra la suivre si on a envie de le devenir. Quand on a envie de devenir épicier ou épicière, il n'existe pas de formation tout à fait adaptée. Si on passe un CAP vente, ça sera pas forcément adapté si on veut ouvrir son épicerie bio locale dans son village, quoi. On va apprendre sûrement des choses, mais ça sera pas tout à fait adapté. Si on veut devenir restaurateur ou restauratrice, le CAP cuisine sera une vraie question qu'il faudra se poser. Comment acquérir les mieux ses compétences? Il vaut mieux faire des immersions dans des restos qui ensemble ou un CAP. Et c'est en faisant des immersions dans les restos qui ensemble que les restaurateurs et restauratrices vont dire oui, le CAP, il faut que tu le fasses, ou non, il faut pas le faire. Voilà comment tu vas acquérir ces compétences. Ça, c'est les métiers en dur qui, du coup, la plupart du temps, vont avoir une identification. Et si tu veux travailler dans les énergies renouvelables, comme ingénieur qui va mettre en place des panneaux photovoltaïques, installateur de panneaux photovoltaïques, etc., etc., tu vas avoir des formations qui vont être adaptées. Si par contre, tu te dis, c'est un autre ensemble de métiers, ce qu'on appelle, nous, les métiers couteau suisse. Là, on a plein d'autres mots, chef de projet, chargé de mission, généralement qui sont les mots que tu peux pas vraiment expliquer à ton gamin de 5 ans en lui disant qu'est-ce que tu fais, parce que tu coordonnes des trucs, t'organises des choses, t'animes des processus, donc c'est un peu difficile de transmettre. Ouais, tu peux pas lui dire exactement ce que c'est. Et pour le coup, c'est une réalité que tu vas vivre, parce que ton métier il va pas être aussi simple. Après, je fais pas l'étalage de tous les métiers où on te fait croire que c'est genre moi je suis devenu avocat parce que ce que je voulais c'était plaider et faire des grands discours. Du coup mauvais plan. Enfin, tu vas pas faire ça la plupart du temps comme avocat. Ou je vais être policier parce que tous les jours je veux protéger des innocents. Non, tous les jours t'arrêtes des coupables. Et tous les jours tu vas devoir essayer de savoir si le coupable il est vraiment coupable et si l'innocent qui vient porter plainte est vraiment innocent et vraiment en train de dénoncer un coupable. Donc ton métier c'est pas de protéger des innocents au jour le jour. Et donc ça c'est une espèce de mythe que quand tu fais des formations ordinaires tu vas déconstruire. En gros, quand tu vas faire une école de police, quand tu vas faire une école d'avocat, ou quand tu vas passer le barreau, etc., en fait, on est censé à des moments te faire passer des étapes pour te faire comprendre que ce que tu as vu
sur ta série télé et ce que tu vas vivre sur le terrain ne sera pas la même chose et que tu dois l'accepter. Si tu l'acceptes pas, bah tu te réorientes. Si tu l'acceptes, bah du coup quand tu arrives sur le terrain, tu sais à quoi t'en tenir. Dans le monde de la transition, c'est un peu ça l'enjeu. C'est-à-dire que nous, on va avoir des gens sur les couteaux suisses, les chefs de projet, qui arrivent avec des compétences en com, chefs en projet, qui compétences qu'ils ont acquis via les écoles, via les universités, ou qu'ils ont appris sur le terrain, parce qu'on a des gens normalement qui ont fait assez peu d'études, mais qui ont beaucoup pratiqué. En fait, le fait de coordonner des choses, animer des trucs, mettre en place des actions, s'assurer que tout se déroule à peu près comme il faut, accompagner des personnes, échanger, etc. Tout un ensemble de compétences un peu floues qu'on peut acquérir en école de commerce, à Sciences Po, à l'université, sur le terrain, en s'engageant dans une asso. Nous, notre enjeu, ça va être de dire, tu vas les transférer dans un univers, et on va transmettre en fait 2 grands champs de compétences qui nous semblent fondamentales. Ce qu'on va appeler les fondamentaux de la transition, c'est-à-dire en fait la culture qui te permet de comprendre on va changer le monde, mais on va vers où en fait et donc cette culture, on la transmet par une histoire économique et sociale, par une philosophie de la transition, philosophie de la résistance, philosophie de la transition, pour comprendre le monde qu'on a construit, comment on l'a construit, pourquoi ça a eu du sens que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'aient construit, et pourquoi ça a du sens qu'on le change. Et de pas leur dire merde, vous avez foutu le bordel, mais merci de tout ce que vous nous avez apporté. Maintenant, on va corriger un certain nombre de trucs que vous pouviez pas forcément savoir. Alors je dirais, nos parents, il y a quand même des conneries qui ont été faites où on peut dire là franchement il fallait s'activer avant. Nos arrière-grands-parents quand ils ont dit on va fabriquer une société de croissance, on va industrialiser la France, en vrai par rapport à la société dans laquelle ils étaient en train de s'extraire, fallait être sacrément visionnaire pour voir les dérives qu'il pouvait y avoir. Honnêtement, toi ou moi, on aurait peut-être bossé chez EDF ou dans l'éducation nationale à faire en fait porte-drapeau de ce qui est aujourd'hui des choses qu'on prétend ou propose de changer. Mais parce qu'en fait c'était 1960, 1970. Les erreurs de 1960, 1970, c'est pas nécessairement des erreurs, c'est des choix. Par contre, quand on les commet à nouveau en 2023, ça c'est des erreurs pour pas dire des fautes, pour pas dire des conneries. Et donc pour moi, il y a un enjeu de comprendre d'où on vient, où on est, et vers où on veut aller, donc qu'est-ce qu'on va devoir faire changer. Mais ça permet aux gens de se fabriquer une connaissance fondamentale des enjeux pour être capable de s'orienter dans ce monde en transition. Et il y a un deuxième grand ensemble qui est en fait sur l'accompagnement du changement, que nous on a découpé un peu en deux, ce que nous on appelle les compétences nécessaires dans le monde de la transition, qui est l'accompagnement au changement, les pratiques d'accompagnement au changement des personnes, les pratiques d'accompagnement au changement des organisations, des territoires, pour essayer de comprendre, on fait bouger des sociétés, on fait bouger des gens, on fait bouger des organisations, comment on fait donc c'est plus ou moins facile, nous on sait très bien faire bouger les gens, les orgas, on va être un peu plus humble, parce que c'est pas simple de dire comment faire bouger une orga en 3 points, étape 1, étape 2, étape 3. C'est pas aussi simple sur les personnes, mais on a beaucoup plus d'expérience à Antiela Institut à accompagner les gens dans le changement. Donc c'est pas mal de compétences qu'on va transmettre là-dessus, et après c'est les compétences sur le développement des orgas de la transition, qui est un deuxième champ, c'est-à-dire que il y a faire bouger les gens, mais il y a aussi leur proposer des solutions qui marchent. Et on a plein de solutions qui marchent. Par contre, elles sont encore des petites étapes de développement. Alors certaines sont déjà un petit peu développées, mais il y en a où c'est encore microscopique. Et l'enjeu, c'est qu'en 10 ans, on les fasse grandir. Et donc, de transmettre des savoir-faire, des compétences, pour que les personnes qui s'engagent dans ces structures porteuses de solutions aient les ressources pour les faire grandir. En parallèle d'apprentissage théorique, il ne faut pas abandonner les apprentissages théoriques, il faut les croiser de pratique. Et le bénévolat, c'est un très bon moyen de vivre des choses différentes de ce qu'on peut avoir à l'université ou de ce qu'on peut avoir à côté de son boulot quand on fait une formation pro. Complètement. Moi, ça m'avait beaucoup apporté justement en accompagnement du changement, d'accompagner les ambassadeurs du changement d'Antiela sur ces sujets-là, parce qu'en fait, en effet, ça s'apprend, il n'y a pas que la théorie, il y a aussi concrètement, ok, c'est quoi ton problème, dans ce cas-là, comment on m'accompagne en effet. Donc si je résume sur les compétences, tu disais, soit c'est vraiment un métier hyper spécifique sur le terrain, donc là, faut aller se mettre en immersion, parler à des pros pour voir comment les acquérir de la meilleure manière. Et puis après, sur les jobs plutôt couteau suisse, chef de projet, coordinateur, etc., là, il y a tout ce qui est comprendre en fait d'où on vient pour savoir où on va et comment on peut y aller, et tout ce qui est accompagner le changement des personnes, des organisations, des structures. Exactement. Sachant qu'un message que je peux passer, qui est un message qu'on passe avec plusieurs amis qui ont monté des structures, associations d'entreprise, c'est aux gens qui se disent « je veux tout lâcher de mes compétences », réfléchissez-y à 2 fois, parce que peut-être vous avez des cadres d'action de vos compétences initiales dans la com, dans le marketing, dans le commercial, dans l'ingénierie, etc., ou dans plein d'autres domaines, qui ont été dans des cadres où ça se passait pas bien, où ça avait pas de sens, mais vous avez développé des savoir-faire. Si vous avez fait ces formations, peut-être il y a des choses qui vous parlaient et que vous les avez réussies parce que ça avait du sens. Et puis par ailleurs, vous avez développé des savoir-faire qui ont une utilité pour nous dans nos structures. Ne les jetez pas pour nécessairement devenir éleveur de chefs dans le Larzac, sachant que si vous rêvez d'élever des chefs dans le Larzac, allez-y. Mais si c'est pour vous déshabiller
d'un truc qui vous a gêné pendant des années, peut-être qu'il faut regarder le manteau autrement. Complètement. Alors, je vais changer un peu de sujet pour passer sur les compétences et plutôt essayer de voir un peu les freins qu'on peut se mettre, parce qu'en fait, depuis le début, on dit, il y a des métiers dans la transition, mais finalement, les millions de métiers verts qu'on nous promet, en fait, il faut aller creuser, c'est difficile, et puis il faut se poser plein de questions, qu'est-ce que je veux moi, etc. Et puis voilà, il y a des compétences à acquérir. Je voudrais pas que les personnes qui nous écoutent se disent « Ouh là là, ça a l'air un peu compliqué et il y a peut-être encore d'autres de barrières que moi j'ai identifiées, donc je voudrais qu'on parle, notamment le fait de gérer sa carrière. Moi j'ai fait une école de commerce, mais j'ai toujours voulu bosser dans la transition, ce que j'ai réussi à faire, mais parce que je me disais en fait moi faire carrière, avoir une grande carrière, être directrice d'une boîte, je m'en fiche, avoir un gros salaire, je m'en fiche, moi ce que je voulais c'était la mission, l'impact, etc. Néanmoins, ça peut quand même être un frein de se dire attends, je vais aller bosser dans la transition, mais je vais aller m'enterrer dans un truc, je sais pas trop. Enfin, qu'est-ce que t'en penses de ça? Globalement, pour moi, à la fois il y a un enjeu de déconstruire des idées reçues sur la transition et il y a un enjeu de déconstruire des idées reçues sur ce que c'est que réussir. Deux mouvements un petit peu différents mais qu'on va un peu vivre successivement et que les personnes doivent vivre successivement. Déconstruire, on va dire, les idées reçues sur le monde de la transition, c'est de se dire en fait le monde de la transition il est très pluriel. On va avoir des entreprises, on va avoir des associations, on va avoir des institutions publiques qui l'apportent. On va avoir des réalités très différentes entre des associations très terrain avec des publics fragilisés et des entreprises qui sont de conseil autour du bilan carbone et de l'analyse de cycle de vie. Et à chaque fois, on doit se dire qu'est-ce qu'on va y vivre. J'ai rarement vu des structures où on travaille 80 heures pour le SMIC. Je le dis parce que c'est des discours que j'ai entendus. C'est pour travailler, et puis c'est pour travailler, c'est pas pour avoir un volontariat en service civique et puis jamais trouver de boulot. Non, il y a du boulot. Par contre, nous, ce qu'on remarque, parce qu'on a fait une étude sur 300 offres d'emploi qu'on a référencées pour nos apprenants de Nouvelle Voie à qui on transmettait au cours d'une année, on a transmis à peu près 300 offres, même 380 il me semble, et on les a analysées. Oui, on est autour de 2500 euros bruts en moyenne, avec des pics potentiellement à 4000, 4500 et des descentes à 1600, 1500. Enfin, net plutôt que brut d'ailleurs. C'est des réalités où il y a du boulot et ils bossent pas les personnes bossent pas 80 heures. J'ai rarement vu des personnes bosser 80 heures, ayant moi-même bossé pas loin de 80 heures parfois, mais parce que j'avais un engagement bénévole. En fait, je bossais quasiment rien en tant que prof dans le supérieur, mais je passais tout mon temps à Antiela, tout mon temps dans des associations où j'étais engagé. Enfin, je bossais vraiment énormément. Je pense que ça faisait peut-être 65-70 heures. Mais j'ai rarement vu des gens bosser comme ça. En général, par contre, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec un 35 heures et bosser 40 heures. C'est pas impossible. Mais c'est pas impossible dans plein de métiers. Donc, c'est de regarder le type de structure, ce qu'on nous propose et essayer de décrypter avec l'offre, la réalité du travail qu'il y a derrière. Entre travailler à Antiela ou travailler à l'Institut, déjà, c'est vachement différent. Alors, travailler à Élise, qui a 50 salariés, qui est une entreprise adaptée sur les déchets, travailler aux Alchimistes, qui est une structure en pleine croissance, qui est autour des déchets, des biodéchets, ou à Isenia, qui est une association de 7 ou 8 salariés, militante de terrain sur le lombricompostage, c'est pas du tout les mêmes réalités. Donc, il faut aller regarder. Et pourquoi, en fait, le niveau de salaire va être de temps? Pourquoi le temps de travail est de temps? Qu'est-ce qu'on va vivre au quotidien? Parce que 39 heures à accompagner des gens, à être sur le terrain, à vivre des très chouettes expériences, ça peut largement valoir 28 heures à être derrière un bureau et à préparer des actions de com. Et c'est pas les mêmes réalités. Enfin, donc c'est... Et après, il y a un enjeu, par contre, de déconstruction de ce que c'est la carrière pour des gens à qui on a proposé ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qu'on a, nous, en évolution pro, à qui on n'a jamais promis des évolutions mirifiques. Ils ont peut-être un enjeu, ils avaient peut-être un meilleur salaire, donc ils vont se dire, quel est mon revenu indexé sur le besoin? C'est un peu le terme qu'on emploie parfois, le RIB, pour un peu une image un peu rigolote. Le revenu indexé sur le besoin, c'est-à-dire, en fait, je vais calculer mes besoins, et je vais me dire, objectivement, d'après tous mes calculs, en prenant vraiment mes factures, j'ai besoin de temps. Et le but, c'est de se dire, ça, c'est ce que j'ai réellement besoin. Et pourquoi c'est marrant, mais j'ai l'impression de mériter plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais chercher dans le mérite de plus? Qu'est-ce que je vais chercher dans mes actes de consommation ou dans la symbolique d'avoir un revenu qui n'est que en fait le miroir de ce que je ne trouve pas dans mon métier, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale. Si je me dis, il faut que je consomme plein de trucs, c'est peut-être que je réalise pas grand-chose. Ça, c'est une image que Marx dès son époque, avait montré avec le fétichisme de la marchandise, qui a été beaucoup développé depuis par Deleuze, Derrida, Foucault, etc., autour d'en fait, le capitalisme abîme le travail,
même pour les bourgeois, d'ailleurs d'abord pour les bourgeois qui en fait étaient des grands artisans, deviennent en fait des chefs d'usine où ils ne touchent plus à la matière, abîment le travail des ouvriers évidemment, mais abîment le travail de tout le monde. On n'a plus ce côté, la matérialité, l'artisanat, la réalisation dans son œuvre. Faut pas fantasmer que c'était le cas pour tout le monde au Moyen-Âge, mais cette image un peu d'Épinal là. Et on a un boulot de plus en plus, on va dire, décomposé, un peu inintéressant, un peu abîmé, quoi. Et c'est de pire en pire. Enfin, je veux dire, même un ingénieur chez EDF en 1960 avait beaucoup plus de trucs diversifiés qu'un ingénieur chez EDF aujourd'hui en 2023. Et c'est pas la faute ni d'EDF, ni de Renault, c'est un processus qui s'est déroulé historique. Et du coup, en fait, il faut compenser le fait d'avoir un boulot qui a pas trop visiblement d'utilité de sens immédiat et on a du mal à raccrocher. Et c'est la consommation qui nous le permet. Et c'est l'image que Marx a des hommes brisés, des hommes abîmés, des hommes imparfaits, insuffisants, par rapport à ce que lui il appelle les hommes complets, qui en fait sont des gens qui vont compenser par la consommation le manque, par le fétichisme de la marchandise, le manque qu'ils ont dans leur œuvre de vie, dans leur action de vie. Et c'est ce que l'on peut avoir aussi si par exemple je me dis je vois jamais mes enfants. J'ai une copine à Sciences Po, les parents étaient surtravaillés comme des fous, ils voyaient jamais leurs enfants et lui ils leur payaient des vacances incroyables et il fallait qu'elles soient hyper productives ces vacances, il fallait qu'ils en aient plein la vue parce que ils les voyaient tellement rarement et ils faisaient tellement rien ensemble que moi ma mère elle était à la maison, elle était traductrice littéraire, on parlait, j'allais la voir, je disais faut qu'on parle, on parlait 3 heures, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir besoin de vacances. Je me disais mais en fait les vacances c'est avec les gars du quartier en bas, j'étais trop content de m'éclater, je remontais le soir, je parlais avec ma mère, pourquoi fallait que je parte ailleurs, enfin tu me disais on va partir en vacances, je disais, ah non, enfin parce que j'avais pas besoin de ça en fait. Et c'est là où il y a un enjeu de déconstruction, de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin et qu'est-ce que ce besoin signifie. Et du coup, si je me réalise ailleurs par mon action, par mon engagement, par ce que je vis, est-ce que j'ai encore besoin de ça? Est-ce que j'ai encore besoin de ça? Moi, j'ai pas besoin de voyager. Je voyage à chaque fois que j'accompagne quelqu'un qui me raconte sa vie, qui me raconte ce qu'il fait, il me partage ses passions. Je voyage et je voyagerai. Et c'est des gens tellement différents de moi parce qu'ils ont vécu, je les comprendrais beaucoup mieux et je vivrais beaucoup mieux leur différence que si j'allais discuter avec quelqu'un dans un pays complètement étranger. Aujourd'hui, en y passant une semaine, quand je suis parti, ma mère vient du Pérou, j'ai grandi au Maroc, donc je suis parti dans pas mal de pays pendant mes études, mais j'y allais longtemps et je vivais des choses et j'ai pas envie, je peux pas retourner faire du tourisme, consommer de la rencontre, c'est pas possible. Je veux rencontrer vraiment les gens et c'est cette question de la consommation. Moins on consomme, c'est-à-dire moins on abîme du lien pour extraire un peu de pauvre énergie qu'on récupère comme ça en disant j'ai fait le Pérou, mais c'est fantastique, et t'as fait quoi mon grand? Le Machu Picchu, super, t'as vu un village tout pourri qui est au-dessus d'un, quand tu dis que les mecs ont monté les cailloux là-haut, tu te dis waouh putain ils sont quand même costauds, mais c'est un putain de village, c'est un village matériellement le Machu Picchu, et tu te dis mais c'est ça ton image du Pérou? Mais j'ai mangé un ceviche, génial, du poisson, mais tu sais tu peux le manger à côté aussi si tu veux, et en fait tu te dis mais qu'est-ce que t'as rencontré en fait? Parce que une semaine au Pérou c'est rien. Donc pour moi il y a quelque chose de que la personne se déconstruise ce qu'elle veut vraiment de la vie. Et ça, c'est dur. Autant déconstruire les idées reçues sur l'économie de l'attention, c'est très dur. Je pose des questions. Autant se dire, qu'est-ce qui me réalise? Qu'est-ce qu'on m'a vendu toute mon enfance, évidemment, toute ma qu'est-ce que vie, tu vas te déconstruire? très clairement. De quoi on parle avec les copains, à l'apéro, t'as des voyages, t'as des vacances, etc. Et là, on n'est pas tous égaux. Enfin, c'est très important pour moi que les gens s'autorisent ça, de se dire, en fait, entre quelqu'un qui a 27 ans, 28 ans, qui a pas de famille, qui a pas de conjoint, ou qui a un copain ou une copine dont la relation s'est construite déjà autour de valeurs communes, par rapport à quelqu'un qui a 50 ans, 2 enfants, une maison, un emprunt, et un mari ou une femme qui comprend pas du tout le délire, et des enfants qui sont en mode, mais c'est ça ton truc, la difficulté, c'est logique que la possibilité de mouvement soit pas la même. Et il faut être en paix avec ça. Par contre, quand une opportunité apparaîtra, la retraite, ou au contraire un changement de carrière, ou une séparation, ou les enfants ne sont plus sous la responsabilité, il peut se passer des choses qui font qu'à un moment donné, le coquillage s'ouvre, l'opportunité s'ouvre pour sortir de ce truc-là, mais il faut pas aller dire vas-y tu peux vivre avec 1300 € et je vais te prouver en supprimant plein de choses de ta vie comment le faire, y compris dans les suppressions de ce que je vais supprimer de ta vie, la bonne relation que tu as avec tes enfants et d'être encore avec ton mari à la fin du processus ou ta femme à la fin du processus. Donc c'est vraiment un enjeu où les gens doivent discerner en s'autorisant un processus qui prend son temps, parce que le processus par lequel on change tout d'un coup, c'est un processus qui la plupart du temps abîme les gens. Donc de bien sécuriser ce processus, mais le sécuriser veut pas dire mettre 40 ans à le faire. Une transition, c'est combien de temps, à peu près? Je dirais que c'est toujours... En fait, c'est un peu comme... plus on vieillit, un peu on devient une sorte de paquebot, quelque part, entre guillemets. C'est-à-dire que on commence avec ses bras, avec ses petits bouées. Tu vois, plus on est âgé, plus ça prend du temps. Exactement. Plus ça va nécessiter un mouvement, en fait. Nous, on a des gens qui arrivent à Nouvelle Voie, ils sont plutôt au début.
On sait qu'ils ont au moins 1 an après avant de trouver vraiment un boulot qui a du sens pour eux, et ils vont passer 1 an à faire du bénévolat, un voyage, des rencontres, peut-être reprendre des études, qui vont venir compléter ce qu'ils auront compris à Nouvelle Voie. C'est ce que j'appelle Nouvelle Voie en mode voyage. Et il y a des gens qui ont Nouvelle Voie en mode tremplin, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vécu ça avant, ils arrivent après avoir fait leur voyage, leur rencontre, leur truc, et ils disent moi à la fin de l'année je veux, et ceux-là en général ils trouvent du boulot avant la fin de l'année ou à la fin de l'année. Pour moi 2 ans c'est un peu un bon timing, 3 ans c'est logique, mais si quelqu'un met 5 ans parce que c'est nécessaire, ça a du sens aussi, sachant que la transition c'est pas je passe de blanc à noir, il y a toute une série de nuances de gris, et pour certaines personnes, changer leur vie quotidienne, changer leur épargne, commencer à regarder des podcasts, lire des bouquins, et en fait ça se passera dans leur monde intérieur, personne dans leur vie professionnelle le saura, et un jour ça va éclore. Moi j'ai pas mal vu des gens qui se posaient la question de leur légitimité, et c'est très très étonnant, c'est même d'un certain point de vue absurde, et pourtant c'est très courant de dire mais qui je suis moi pour aller dans le monde de la transition ? Parce que j'ai consommé, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, j'ai gagné beaucoup d'argent, ou j'ai gagné un peu d'argent, ou en fait je m'en foutais avant, tu te rends compte... C'est un peu le regard des autres qui nous renvoie en disant bah attends, t'as été banquier, tu peux pas maintenant t'intéresser à l'écologie. Exactement. En fait, si. C'est une manière de délégitimer une intention, alors qu'en fait, la personne qui gagnait 7000 balles qui m'avait parlé de ça, elle m'a dit mais je me sens pas légitime, qui je suis pour quelqu'un qui a 7000 balles et qui dit bah je renonce à tout ça pour faire quelque chose qui a du sens. Je lui dis mais t'as un courage incroyable, donc ta légitimité, mais c'est une légitimité que moi j'appelle en puissance. T'as envie d'y aller, et personne n'a le droit de te dire que t'as pas la légitimité pour y aller. Personne n'a ce droit-là. C'est dégueulasse d'imaginer avoir le droit de dire à quelqu'un tu n'es pas légitime pour te mettre en marche. Par contre, t'es peut-être pas légitime pour mener l'action aujourd'hui, mais t'as un chemin pour apprendre. Et vraiment, il y a une image que j'aime beaucoup de Yeats en anglais, le poète anglais, qui est un poème d'amour, hein, donc c'est pas, si on lit le poème en entier, on comprend pas trop, mais qui termine par « Et moi qui suis pauvre et qui n'ai que mes rêves, sous tes pas je les ai déroulés, marche doucement parce que tu marches sur mes rêves. » S'il y a un message que les gens doivent comprendre s'ils hésitent, ne vous laissez pas empêcher d'oser bouger. Par contre, dites-vous à chaque instant comment je deviens meilleur pour que les gens qui dépendent de moi, les gens qui ont besoin de moi, le message que je dois porter, ils portent et que je sois réellement utile à ce que je prétends servir. Et personne n'a le droit de t'interdire de devenir maraîcher ou maraîchère en disant « Attends, t'as fait Polytechnique, tu veux devenir maraîchère ?» C'est ridicule, tu vas jamais y arriver. J'y vais, et puis par contre, je verrai si je suis capable de le devenir. Mais je vais commencer par du woofing, une formation, et quand j'ouvrirai à mon exploitation, il faut que je sois capable. En fait, sur la légitimité, il y a un peu deux choses. J'ai envie de faire ça. Qui je suis pour faire ça ? Aujourd'hui, en fait, j'ai juste envie de le faire. Donc, je dis pas que je vais le faire demain, mais je vais travailler pour demain être légitime à le faire. Et c'est un peu ça, je trouve, là où on se met une barrière tout de suite, je suis pas légitime. Oui, mais en fait, t'as encore rien fait, là, t'as juste l'idée. Donc, vas-y, commence, et puis après, tu seras légitime. D'où légitimité en puissance et légitimité en acte. Ouais. La légitimité que j'ai de vouloir faire quelque chose, c'est en puissance, je vais développer ce pouvoir. Et en acte, c'est je dois être capable de poser les actes qui tiennent la route. Et il y a un chemin d'1 semaine, d'1 an, de 10 ans, si tu veux faire chirurgien. Faut jamais s'empêcher de se mettre en mouvement. Quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, par contre, on peut bien s'interroger sur est-ce que c'est ce qui nous tient vraiment à cœur pour pas se planter de destination. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. J'ai ma dernière question bonus que je pose à chaque fois. Tu nous as donné beaucoup de conseils, beaucoup d'éléments pour tracer notre voie dans la transition écologique et solidaire. Si tu avais un dernier conseil pour les personnes qui écoutent ce podcast, un conseil écolo au boulot, ce serait quoi ? Alors je dirais si c'est des personnes qui ont envie de faire bouger les personnes autour d'eux dans leur boulot, autour d'elles dans leur boulot, c'est de réussir à être un écolo ou une écolo de service qui rend service. Ce qui est un peu notre formule magique. Et pour moi, mon premier conseil, c'est le meilleur moyen dans son boulot de devenir une personne écolo de service qui rend service, c'est distribuer des stop pubs. À toutes les personnes qui me disent « mes collègues s'en foutent, ils m'ont pas identifié » ou quand je viens leur parler du tri sélectif, ça marche pas. Je dis « bah oui, parce que tu vas les faire chier, donc c'est forcément. » Donc trouve un premier truc que tout le monde a envie. Et à part quelques personnes qui adorent les pubs, qui sont quand même relativement rares et souvent plutôt âgées, si tu distribues des stop pubs, plein de gens vont dire « Ah, mais c'est toi qui as les stop pubs » et pendant une journée, une semaine, t'es la star de l'étage, de l'entreprise, de l'institution. Tout le monde va venir te chercher des stop pubs et tout le monde te posera pas la question, mais certains te poseront la question « Mais pourquoi tu distribues des stop pubs ?» Tu vas dire « Bah en fait, moi j'essaie de faire bouger les choses sur les enjeux écolos, donc je distribue des stop pubs et je vous mets des petites actions dans la boîte. Ah bah c'est chouette. Bah d'ailleurs j'ai une question. » Et en fait, quand la personne te pose une question, tu lui réponds. Et c'est elle, et elle te dit merci. Si elle te dit « J'ai une question... c'est chaud le voyage en avion ?» Bah oui, c'est chaud. Et tu penses qu'il faudrait que j'arrête de faire 2 voyages en avion par an ? Bah oui. Je peux te présenter quelques chiffres, tu peux lire tel bouquin, tel truc, tu vas comprendre les enjeux. Et bah merci de m'avoir répondu. Et
t'es pas venu la faire chier. Elle est venue te poser une question, tu lui as répondu. Donc pour moi, distribuer stop pub, c'est mettre le pied dans la porte et laisser les gens le soin de l'ouvrir ou pas. Mais ils ont la possibilité de savoir qu'ils peuvent venir te poser des questions, vous poser des questions sur les enjeux d'écologie. Et à partir de là, il peut se nouer une relation. Et le changement, dans tous les cas, on n'impose pas aux gens. C'est à eux de le faire. Donc plus ils peuvent venir dire j'ai une question à te poser. Ah je me pose. Ma fille m'a parlé d'un truc. Ah c'est bien ça. Plus tu peux induire du changement parce qu'ils vont eux-mêmes après prendre le truc que tu leur as dit. Ils ont une personne référente à qui poser ces questions-là. Exactement. Et ça change tout. Ouais. Et vraiment, le but c'est de créer un chemin. C'est le chemin des 1000 merci. C'est un chemin par lequel à chaque fois la personne doit te dire merci. Et ça marchera le mieux. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller s'engueuler avec des gens. Ça peut valoir la peine de s'engueuler avec des gens, mais c'est pas un chemin d'accompagnement, c'est un chemin de provocation, de dire à table, à un moment, quelqu'un dit « les écolos, ils nous font chier avec ce truc-là », non, tu te trompes. Je peux pas te laisser dire ça et je te partage mon avis. On a le droit de le faire aussi. C'est une autre méthode. Mais moi, le conseil que je donnerais dans un cas type le boulot, où on n'est pas forcément censé s'engueuler politiquement avec les collègues, c'est typiquement d'entrer par l'entrée distribuer stop pub. Trop bien, super idée. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Si on veut plus d'informations sur l'Institut Transition, où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors, sur instituttransition.org, sur Internet, en tapant Institut Transition sur les moteurs de recherche, ça marche aussi. Et on a aussi, si on veut comprendre un peu qui on est, parce que le site Internet, c'est un peu propre, on va dire. Donc, si on veut un peu retrouver ce côté un peu plus humain que j'ai pu partager avec toi, je pense, avec un peu de vocabulaire fleuri à certains moments, le mieux c'est de regarder nos webinaires. Donc sur YouTube, on a des webinaires où on présente Nouvelle Voie et on a aussi des conférences sur l'économie de la transition, sur différents sujets, de se balader un peu dessus. Et là en fait on nous voit, nous, Fanny, Isa, des personnes que j'ai un peu évoquées, des personnes aussi qui ont vécu Nouvelle Voie ou qui témoignent, qui parlent, et on voit la réalité vivante, la réalité vécue, la réalité incarnée. Et s'il y a bien un truc un conseil que je donnerais aux personnes d'Évolution Pro, c'est chercher les personnes incarnées. Ok, super, je mettrai les liens dans la description de cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi.